Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui, d'introduire cette journée et puis je vais intervenir également à plusieurs reprises au cours de la journée. Nous avons une journée qui est assez dense, assez diverse aussi. On va traiter de nombreux sujets. Je pense que le point commun de tous ces sujets, c'est qu'on est à un moment de bascule, on est à un moment de vraiment transformation du système. Effectivement, on peut parler de grandes transformations et plus seulement de tendances, puisque ce n'est pas des choses qui vont être, qui seront simplement pendant quelques années, mais qui vont vraiment bouleverser en profondeur l'ensemble du système, concerner l'ensemble des acteurs. Et je voulais vous en donner un petit avant-goût avant qu'on rentre dans le détail de chacun des sujets de la journée. Donc avoir un petit survol des différents thèmes de cette journée, comme je disais, assez dense et assez diverse. Alors quelques chiffres pour illustrer cette transformation, ces transformations en cours. Ce sont des chiffres qui sont issus de l'étude Vigie Alimentation, l'étude Vigie Alimentation 2018 qui vient de sortir et qui traite des 10 grandes transformations du système alimentaire en 2030 et donc, dont certaines vont être l'objet de conférences juste après dans la journée. Donc tout d'abord, on voit la montée de ces alimentations particulières, le fait que maintenant il y a des régimes de plus en plus spéciaux qui montent, soit pour des raisons de santé, c'est le cas notamment des allergies et des intolérances, donc qui feront l'objet d'une des conférences, soit qu'elles soient aussi pour des questions de choix, par exemple le fait de décider de se passer de produits d'origine animale, de se passer de viande, de se passer de lait ou ce genre de produits. Donc on voit effectivement qu'il y a une montée du végétarisme, un peu moins du véganisme, mais surtout du végétarisme et surtout essentiellement du flexitarisme. Donc quelques données pour avoir des ordres de grandeur, parce que toutes ces transformations, on n'en est encore qu'au début et il faut bien voir aussi d'où on part pour essayer d'anticiper où on va, voir d'où on part, voir quels sont aussi les rythmes de croissance et les facteurs moteurs, également les facteurs freins. Donc pour le végétarisme, on n'en est encore, comme je disais, encore qu'à 3% pour la France ou encore pour la Chine, par exemple, mais c'est déjà 14% de végétariens au Brésil. Donc on voit que là, ça devient quelque chose qui n'est pas négligeable. Pour ce qui est donc du coup aussi de l'offre qui se développe pour répondre à ces nouveaux régimes, des substituts, par exemple, aux produits laitiers, au lait, c'est déjà 13% de part de marché aux États-Unis. Là aussi, on peut dire qu'on n'est plus dans la niche. Et on a vu parallèlement une baisse de la consommation de lait. En France, c'est aussi en très forte augmentation et c'est déjà 7,5% du marché du lait. Pour ce qui concerne les substituts à la viande, on en verra d'ailleurs quelques exemples dans le salon, même s'il y a un certain nombre d'innovations qui sont mises sur le marché et qui ont un certain succès, on n'est encore qu'à moins de 1% de part de marché. Donc tout cela pour avoir encore une fois des ordres de grandeur. Pour ce qui concerne les allergies, donc je le disais aussi, c'est une tendance qui est croissante. Il faut bien entendu faire la part des choses, et ça on s'y attardera tout à l'heure dans la conférence, entre la réelle prévalence telle qu'elle est mesurée par des études épidémiologiques, et puis le ressenti des personnes. Et par contre, dans ces enquêtes qui mesurent le ressenti des personnes, on voit des proportions quand même assez considérables de personnes qui considèrent qu'elles souffrent d'une allergie ou une intolérance d'origine alimentaire, et cela aussi dans toutes les régions du monde, dans tous les continents. Et pour ce qui concerne la France, on a vu aussi des marchés des produits sans, notamment produits sans gluten ou produits sans lactose, avoir des taux de croissance à 2 chiffres ces dernières années et représenter, comme vous voyez, environ 5% de part de marché dès à présent. Donc on est dans une période de bascule aussi parce qu'on a bien entendu une crise de confiance dans le système alimentaire. Ça fait déjà quelques années que cela dure, mais je dirais ça ne s'arrange pas. On le voit dans la toute dernière enquête Kantar TNS qui a été réalisée justement pour le CIAL. C'est quelque chose qui est partagé encore une fois à travers le monde avec des différences selon les pays, avec des pays où il y a vraiment une confiance qui est très très mise à mal. C'est le cas, on peut le dire, de la France, hein, puisque 77% des Français pensent que l'alimentation peut leur faire du mal, peut faire du mal à leur santé. Et puis c'est aussi notamment le cas en Chine où bien entendu il y a eu un certain nombre de scandales sanitaires très, très graves. Mais dans l'ensemble de l'Asie du Sud-Est, c'est aussi des proportions qui sont assez élevées. Donc ça c'est assez préoccupant bien entendu pour tous les acteurs de l'agroalimentaire. Donc, parallèlement à cette crise de confiance, on a bien entendu une demande de plus en plus forte de transparence. Et là également, dans l'enquête de Kantar TNS, on voit que selon les pays, elle est plus ou moins élevée, mais elle est quand même grosso modo très très forte.
Et ce qu'on peut observer aussi, et ça c'est aussi un des éléments peut-être de prospective, c'est qu'elle va s'étendre à de plus en plus de critères. Aujourd'hui, elle concerne essentiellement l'origine des produits, la composition nutritionnelle, le mode de production, bien entendu. Est-ce qu'il y a un label? Est-ce que c'est un produit bio? Est-ce que c'est un produit équitable? Mais c'est une transparence qui va s'étendre de plus en plus à d'autres questions, notamment les questions de bien-être animal, les questions peut-être aussi de part qui revient aux producteurs dans le prix de vente, ou encore d'autres critères qui vont devoir faire l'objet de partage de l'information avec les consommateurs. Donc, par rapport à toutes ces transformations, pour aller très vite, il y a bien entendu des stratégies qui se mettent en place de la part des acteurs, des réponses qui sont apportées d'ores et déjà. On a un essor des protéines alternatives, par exemple, on en reparlera tout à l'heure, donc avec une grande diversité d'ailleurs de sources de protéines alternatives qui sont aujourd'hui explorées. Et puis, sur tout ce qui concerne les besoins, la demande en transparence, de nouveaux outils qui sont développés et qui sont proposés pour vraiment donner le pouvoir, donner le contrôle aux consommateurs, que ce soit des QR codes pour donner accès à des vidéos montrant, par exemple, comment les produits sont cultivés, ou comment les animaux sont élevés, ou jusqu'à des petits scanners, gros comme ce petit boîtier, qui permettent, avec la technologie infrarouge, de connaître véritablement la composition nutritionnelle d'un produit et peut-être demain de savoir si le produit est véritablement bio, par exemple. Donc c'est des technologies qui se mettent en place, avec également la blockchain, qui est un grand sujet, qui permet aussi d'une part d'assurer la traçabilité, d'autre part, encore une fois, de donner plus d'informations aux consommateurs et permet de vraiment valider toutes les étapes de la certification. Donc tout un ensemble de stratégies. Vous verrez que c'est un sujet aussi qui fait partie, si vous avez peut-être déjà regardé dans le Future Lab, vous avez une petite vidéo qui vous projette en 2030. Et si vous allez faire cette visite, je vous encourage également à télécharger le dossier, puisqu'à la fin, on vous demandera de badger si vous voulez télécharger le dossier qui a été réalisé par Alim Avenir pour présenter ces 4 grands thèmes à l'horizon 2030. Et vous verrez des éléments de scénario, un petit peu de science-fiction sur tous ces sujets. Donc, je vais peut-être passer directement, sans plus attendre, à la première conférence de la journée, donc sur les protéines alternatives. Donc, je vais demander à la personne qui change les présentations de venir m'aider, si elle est là. Voilà, pardon. Oui. C'est un trop protéine, la dernière. Voilà. Nous allons commencer la journée effectivement par un thème qui est primordial, puisqu'il s'agit de rien moins que de la question comment allons-nous nourrir le monde. On dit souvent en 2050, mais en fait la question elle se pose déjà dès aujourd'hui. C'est pas tout d'un coup qu'on va devoir nourrir le monde en 2050, il faut déjà le nourrir maintenant et puis dans les années à venir. Et c'est un sujet dont les intervenants vont nous parler particulièrement, surtout avec cette question des protéines alternatives. Donc pour retracer un petit peu le constat, aujourd'hui, on est donc à 7,6 milliards d'habitants déjà à nourrir, et on a des prévisions démographiques des Nations Unies qui nous apprennent que ne serait-ce que dans 12 ans maintenant, on va devoir nourrir déjà 1 milliard de plus de personnes. Alors ça, ce sont des prévisions démographiques qui se basent sur un certain nombre d'hypothèses, sur la fécondité, sur la mortalité. Il faut savoir que c'est déjà un scénario un scénario médian, et qu'il y a d'autres variantes hautes, variantes basses. Donc ça peut être un peu moins ou un peu plus, mais toujours est-il qu'on est à peu près sûr qu'il y aura une croissance démographique importante, sauf catastrophe majeure. Et donc là, il va y avoir bien sûr beaucoup de bouches à nourrir en plus. Alors, savoir combien il va falloir produire en plus pour nourrir justement cette population en forte croissance, ça dépend aussi d'un certain nombre d'hypothèses. Quand vous entendez régulièrement qu'il va falloir doubler la production mondiale pour nourrir le monde, ça se base sur un certain nombre d'hypothèses, et notamment le fait que l'ensemble des habitants de la planète se mettent à suivre le modèle des pays développés, se mettent à consommer, si vous voulez, autant de viande que les États-Unis. On se base sur le niveau le plus élevé de consommation de viande ou d'autres produits animaux, et on pense que par le modèle de la transition nutritionnelle, les pays, en s'enrichissant, les revenus augmentant pour l'ensemble des habitants, ils vont aller vers ce modèle-là. Donc c'est une hypothèse, c'est un scénario. À côté de ce scénario, il y a d'autres scénarios, et c'est important de le rappeler quand on parle de prospective, ce n'est pas de la prévision, il y a plusieurs scénarios possibles. Et vous avez par exemple, il y en a d'autres, mais c'est le scénario du CEPI
qui se base sur d'autres critères, sur d'autres hypothèses socio-économiques, qui sont les hypothèses qui sont utilisées pour construire les scénarios du GIEC pour le climat. Donc c'est intéressant, parce que c'est des scénarios qui ont été déjà fortement utilisés, notamment dans le climat, mais pour d'autres aussi, d'autres exercices de prospective, et qui montrent que du coup, la croissance de la demande alimentaire peut varier à l'horizon 2050. Donc elle peut augmenter entre plus 30% et plus presque 50%. C'est simplement pour montrer encore une fois qu'il y a un éventail des futurs possibles et pas un seul futur. Mais même si on était dans le scénario de plus un tiers quand même de demande alimentaire, encore une fois, se pose la question comment on va nourrir ce tiers supplémentaire. Et ça, c'est un vrai challenge, sachant qu'aujourd'hui, on a quand même du mal à étendre encore les terres cultivables, à étendre encore notamment l'élevage pour, bien entendu, des questions environnementales, des questions de limite des ressources, que ce soit des ressources en eau et bien entendu, la pression sur les écosystèmes que cela peut représenter. Voilà pourquoi on se pose la question des protéines alternatives. Parce qu'il est difficile aujourd'hui d'imaginer qu'on va augmenter de 30 à 50% l'élevage, même si par ailleurs on peut par contre augmenter l'aquaculture. L'aquaculture est en forte croissance et c'est vrai que c'est une source déjà de protéines qui peut être intéressante. Mais à côté de ça, on commence à se poser sérieusement la question de savoir par quel type de protéines on pourrait remplacer les protéines animales pour nourrir cette population croissante, mais aussi, comme je disais tout à l'heure, pour répondre à la demande de personnes qui souhaitent réduire leur consommation de viande, donc les flexitariens, ou qui souhaitent se passer de viande, les végétariens, ou qui souhaitent se passer de tout produit d'origine animale, les végétaliens et les véganes. Donc c'est pour toutes ces raisons-là. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de programmes de recherche, que ce soit au niveau français, au niveau européen, de grands programmes de recherche qui ont été lancés sur ces questions. Il y a également donc, de nombreuses innovations. Et encore une fois, vous en verrez plusieurs sur le salon, et puis certaines vont vous être présentées juste après. Et puis également les grands groupes qui ont des programmes de R&D dans ces domaines-là. Donc on a beaucoup de candidats, je dirais, pour les sources de protéines alternatives. On parle beaucoup des insectes, et on pourra y revenir également plus tard. On parle aussi des microalgues, grâce notamment à Algama, qui va venir présenter tout à l'heure ces produits, des algues et des microalgues. On a bien entendu toutes les alternatives déjà à base de protéines végétales, que ce soit des alternatives qui se veulent ultra réalistes, comme ce fameux steak. Donc dans ce burger, c'est un steak en fait à partir de protéines végétales, mais qui ont été assemblées au niveau moléculaire pour reproduire véritablement la texture, le goût de la viande, et même avoir ce côté saignant grâce à une molécule qui est l'hème et qui est commune donc avec l'hémoglobine. Mais puis encore d'autres sources comme par exemple la lemna, qui a une lentille d'eau qui est très riche en protéines et qui pourrait aussi qui est déjà extraite d'ailleurs de cette lentille d'eau pour être utilisée ensuite dans des produits alimentaires. Également toutes sortes de champignons et encore bien d'autres sources de protéines. Donc je dirais, pour conclure très rapidement là-dessus et passer la parole ensuite aux intervenants, que maintenant ce qui est intéressant, c'est de regarder, de comparer toutes ces alternatives, de les comparer d'un point de vue de rentabilité économique, de les comparer mais sérieusement d'un point de vue impact environnemental, puisque aujourd'hui on commence à avoir des analyses en cycle de vie qui permettent de faire ces comparaisons. Et puis, ne pas oublier, bien entendu, la question d'acceptabilité des consommateurs, de savoir si les consommateurs de tel ou tel pays sont prêts à manger telle ou telle alternative. Et là aussi, on a dans cette enquête TNS Kantar, cette année, posé des questions qui permettent d'apporter des éléments de réponse à ce sujet-là. Et je développerai cet après-midi dans une émission Ciel Télé pour ceux qui s'intéressent. Et donc après, effectivement, savoir si cette acceptabilité est assez faible, par exemple, quels seraient éventuellement les moyens pour l'améliorer. Mais je pense que les intervenants de tout à l'heure auront des éléments de réponse aussi sur cette question. Good morning, everyone. It's a great pleasure to be here today. My name is Alvin. I'm the CEO and co-founder at the company Algama. Well, Algama, the pitch is coming right here. Algama is a company that makes products from microalgae. We just think that we needed to do something about the food industry, and we realized that algae could be a very interesting form of ingredient for this industry. So you had the introduction before, and that's great because we have all the context already set up.
So I'll tell you more about the company, about how we think that we can change things with algae, and what kind of products we're making today, what kind of products we want to make tomorrow. If we manage to have the presentation, sorry about that. On peut mettre en full screen, juste. Non, on n'a pas. Ça, on fait comme ça. Au pire, je le prends ici. Je le prends ici, c'est pas grave. Okay. I'm going to stay here and present as I can this presentation. So Algama is a company that we founded in 2013 with two friends of mine. We had this goal in mind that we could bring some change to the food industry thanks to algae. The thing is very simple. Seeing that the food industry was so messed up that we needed to have a better solution about health, about sustainability, was something that we didn't know before. But we were, the three of us, consuming algae. So the microalgae, to be specific, it was spirulina as food supplement. We saw that it was extremely efficient. So it was very active for us. It has a lot of protein, a lot of vitamins, a lot of minerals. So that's the very reason why we decided to create an innovation platform that makes products from microalgae. So to be specific, today, when we look at the algae industry, kind of the microalgae industry, we have many companies that will be growing the algae. On the presentation before, there was a small picture of a pound that was actually growing algae into this pound. So people are growing algae for many purposes, but mainly food supplements. When it's about food industry, it was mainly the food supplements. So we just thought that we wanted to create this platform that could make actual products. So we can take the algae from the ingredient, from the food supplement, to the food business, to the food market, to have the full potential of microalgae. So when we want to create a product, we think about very, very basic stuff. We want to make it, firstly, tasty. That's the first thing we wanted to bring. When we were in the kind of food tech industry we were introduced to 5 years ago, a lot of companies were thinking about mainly the technology you can provide to create food. And we came with something a little different because we said, we want to focus on the taste first. Obviously, the technologies are important as well, but I guess it's also our French heritage, we want to make very tasty products. We want it to be healthy, sustainable, and affordable as well. That's, for me, the four bases for the new food products, the food product that we want to have for today or for tomorrow, because, that's what the consumer is looking for. One thing I should say about Algama right now is that when we create food products, we don't necessarily want to disrupt a market. We don't want to disrupt the consumer. We try to disrupt the technology. We try to disrupt things kind of behind the curtain so we can create something better. And I'm sorry to say that, but the healthy and the sustainable, after 7 years working in the food industry, even today, it's getting better, but most of the people don't really care about it. Most of the people won't be able to make the effort to buy the better products. So we think that it's a responsibility today for a food company to work on the healthiness, on the sustainability of each product we're going to make, whether the consumer is looking for it or not. Because what we want to address is actually 95% of the consumers, not only the 5 or 10% that are going to be vegan or that are going to be to be very concerned about what they're going to eat, what they're going to buy. So this is the very first purpose of the platform. I'm going to come back on the algae itself. So, microalgae, here we are. Microalgae, so this is the example, the very basic example of spirulina, but there are thousands of strains of algae existing in the world, and we are already working with dozens of them. But spirulina is the main algae used today. We are on the microalgae market today, it's 70% of the market. And the reason why is that it has up to 70% of protein. So we talked about the protein before, and it's indeed a very important matter for the future of the food industry. So this protein is highly available, and up to 70% is actually one of the ingredients with the most protein we can find naturally. We have also a lot of minerals, a lot of vitamins, and an ingredient that is going to be very, very rich, very, very healthy in its basic form.
It's also very sustainable. So 300 times less farmland, 50 times less water and energy than beef to produce the same amount of protein. It's actually very interesting yield regarding the sustainability. And we have a product here that can answer a part of the major issue that we have to feed the world. Just before I told you that we want to work on, we have a platform that works on tasty, healthy, sustainable, and affordable products. One thing about algae that I'm going to say right now is that this product is really, really not tasty. So that's one of the reasons why we want to work on the taste first. Because we have a new ingredient that is interesting, very interesting, especially on the paper. When you take it on food supplement, it's going to be very useful. But you have something that is not going to be very tasty. So that's the very reason why we are using the technology, so we can provide something better, so we can extract the best of the algae, so we can come up with new formulation processes, so we can also come up with manufacturing processes that will allow the algae to be stable over time when we produce with the industry standards, because that's a new ingredient. Most of the people are not used to see algae into products, and that's the reason why we have to work on these aspects as well within the platform. I'm going to go to the product. So that's a small part of what we're making. We have presented actually at the CL a beverage that is a product enhanced with spirulina. So right there we use spirulina to bring more nutrients into a beverage, more natural nutrients, and that's something that has not been done before the way we're doing it, because we created a unique processes that allow the spirulina to be stable over time and stable, shelf stable, and that's a huge challenge in this industry. And our platform has been working very longly to be able to develop these kind of products. We have also an egg-free alternative that is the Good Spoon. I'm going to present it right after that. And we're also working on dairy-free, on dairy alternative, and algae protein in general. But I have to say that these ones are the ones that are very close to the market or in the market, and the other ones, such as dairy-free, algae protein, since the product is still quite expensive to make, quite expensive to develop, this is something that we are looking at for the longer term. So Spring Wave, our first beverage, is an antioxidant beverage. So as I said, that's a product that is within the trend, and low calorie, very low sugar, non-GMO, and no preservatives. Well, what makes it particular is actually the no preservative part that is quite unique, because being able to stabilize the microalgae over time without any preservatives, with a good taste, with all the constraints, all the hurdles you can have around the algae, was the technological challenge we had on this kind of beverage. We have also another product that is going to be closer to the protein, because right here, the first product, I didn't say it, but we don't work only on high protein products. We work on the protein in general, because that's a very important challenge for the industry, and because algae represents up to 70% of protein, like I said before. But we try to work on every aspect of the algae, so we can master the algae in general and different strains of algae. So the Good Spoon is a range of vegan mayo. It's a vegan mayonnaise that you can see right here at the CL. We actually have a booth, and it's also showcased right here. So this vegan mayo is brand new. We replaced the egg and most of the fat that we have in the mayo with the algae. So that's basically what we did here. So we make it plant-based, non-GMO, no preservative, no cholesterol, soy-free, and that's a product that actually fits with the consumer needs. I didn't say it before, but we are at Algama. We are a startup that started in France. We also have an office in New York right now, and we are distributing the product over there as well. In France, it's coming faster right now, and we see that vegan mayos, for example, it's coming along, and that's something that consumers are looking for more and more. In the US, it's been there for a longer time, and we are actually in AL with in actually the vegan mayo area. So what I want to say here is that we don't try to create something totally different, something that the consumer is not aware of. We created something that actually is answering the consumer needs. We are giving a new solution of vegan mayo, where we already had vegan mayos, and the main difference is that this one will be much lighter,
with a much better taste and without the preservatives that we will have in the other vegan mayo that you have on the market. So we're bringing something more, thanks to the algae, with this mayo. I'm not sure. Do we have questions at the end? If you can help me, someone. I'm not sure if I'm supposed to take questions, but I just want to make sure about to manage the time. You know what? I'll take the question anyway. So I'll just conclude very quickly. So we believe that algae can represent a great solution for the future of food and for the future of food and protein in general. I just want to come up and close around the protein issue in particular, because today we are looking for many kind of sources of protein, and I just want to precise something that I like to say, is that I don't believe that one solution is going to be the unique solution. I'm not going to tell you, well, algae is going to be the only protein of the future, and I don't believe that. I believe that we have to and we need to look for various solutions so we can have a various various daily food and look for many solutions from different kind of ingredients. We talked about insects, we talked about legumes, we are talking about algae right here, and we're trying to be very complementary within the food industry. So when we create products, we obviously focus on the algae, but we focus mainly on the product, on the consumer, and on the answer we want to give to the market today and to the market for the future. And but I'll take some questions since you have one, and it was my pleasure to present today. Yes, sir. Ralph Langholz, we also work with insects as alternative proteins, and I just have a question to you regarding spirulina, which is already quite some time in the market, about the pricing effect, because this is one challenge we have at the moment with insects as raw material, that the price is quite high. So if you make new product development, it will also reflect in the final consumer price. Yes, indeed, that's actually a really good question. As I said before, algae is quite expensive today to make, and the pricing is definitely an issue when it comes to make products with a high rate of algae, and it's pretty much the same with insects today. We try to create products that we can deliver today with an affordable price. So I gave the example of the mayo, which is in which actually the algae is replacing fat and eggs, and actually we don't have to use 70% of algae to make the mayo. The mayo is still based like a classic mayo with water, with oil, but without eggs, and with the algae instead, and all the taste that we put into the mayo. So we have a product that fits with what we can do today in terms of cost. We're looking at the future and how we can bring more protein, how we can bring more products, and this question is going to be answered by many companies that are working on the production itself. We don't produce any algae, and today we have a cost that will be about $15 a kilogram, for example, with some kind of algae. And regarding the way you're producing it, we have today already some producer able to reach $2 a kilogram. So that's how actually we are reaching the right price, trying to be on one part of the chain, and the other ones are working on production to reduce the cost. Bonjour à tous, je me présente en quelques mots, ça expliquera effectivement le contenu de l'intervention. Donc nous sommes un cluster de 350 adhérents d'entreprises agroalimentaires de l'ouest de la France. C'est un des plus gros clusters dans le domaine du food en France et en Europe. Et notre métier au quotidien, c'est d'accompagner des entreprises dans des programmes de R&D. Et il se trouve que depuis 4-5 ans, même un peu plus, nous avons effectivement énormément de projets de R&D dans ce domaine des protéines alternatives. Et c'était l'occasion pour moi peut-être d'attirer votre attention, d'attirer notre réflexion sur cette question. Alors, voilà, ça c'est le sujet de la journée. Moi je pense que mon message, le message que je voudrais faire passer aujourd'hui, c'est que bien sûr nous avons une demande, Céline l'a présenté, Alvin en a parlé, nous avons une demande mondiale extraordinaire, exponentielle, et il faudra la satisfaire. Néanmoins, pour la satisfaire, je pense qu'aujourd'hui nous avons encore énormément de verrous à lever pour pouvoir satisfaire cette demande.
Parmi ces verrous, j'en ai identifié 4. Je ne les détaillerai pas tous les 4, mais je pense qu'il faut bien en avoir conscience. Bien évidemment, il y a des verrous réglementaires, et notamment dans le domaine des insectes. C'est un sujet français, c'est un sujet européen qui est extrêmement important et à traiter, parce que si on prend le cas de la France, on peut vendre des insectes, mais on ne peut pas en produire. C'est compliqué. Donc, c'est un exemple. Les verrous de connaissance, et c'est le sujet dont je vais parler, c'est effectivement aujourd'hui, on a encore des inconnus, énormément d'inconnus, pour pouvoir parfaitement maîtriser les conditions de production, notamment de ces protéines alternatives. Et notamment, vous l'avez soulevé tout à l'heure, monsieur, dans votre question, c'est d'arriver à produire de ces protéines alternatives à des prix compétitifs, raisonnables, sur ces marchés-là, pour pouvoir proposer une alternative économique intéressante pour le monde, pour nous, pour les consommateurs ou en PAI. Les verrous technologiques, c'est assez lié d'ailleurs aux verrous de connaissance. On voit que produire de la protéine alternative, transformer cette protéine et la vendre, c'est très compliqué. Et les verrous sociétaux, alors j'en ai cité 2 parce que je trouvais ça assez intéressant de rappeler ça. C'est un peu une forme de clin d'œil, de constater que la consommation non intentionnelle d'insectes est plus importante aujourd'hui chez nous que la consommation intentionnelle. C'est toutes les consommations qu'on peut faire par le biais, de nos déplacements dans la journée, de produits qu'on peut retrouver qui normalement ne devraient pas, de protéines d'insectes par exemple, qui peuvent se retrouver dans du food et qui ne devraient pas y être. Et puis consommation non intentionnelle. Un exemple encore, c'est par exemple le colorant, le E120, qui provient de la cochenille. Beaucoup d'entre vous le connaissez. On y extrait le karma, la couleur rouge. Ben voilà, c'est une issue. Alors c'est pas une protéine, mais c'est quand même une issue d'insectes. Voilà. Alors moi je vais m'attarder donc sur ces verrous de connaissances et ces verrous technologiques, et donc je vais vous présenter quelques axes de travaux de R&D qui sont développés aujourd'hui. Je ne peux pas rentrer dans les détails parce que bien souvent ces projets sont éminemment importants pour les entreprises qui les portent, hein, donc extrêmement compétitifs. Néanmoins, je peux quand même vous livrer quelques pistes, quelques indications sur les axes de travail qui sont aujourd'hui développés. Alors, première chose qu'on peut constater, c'est comme je vous le disais en introduction, c'est qu'il y a, nous on constate au niveau de notre pôle de compétitivité une très forte dynamique effectivement de projets de R&D d'innovation autour de ces protéines alternatives. Et je prendrai 4 exemples qui vont à la fois sur ces protéines végétales, l'utilisation de ces protéines végétales. Alors notamment le premier projet d'I+, et le second Proleval, sont 2 gros projets qui visent à utiliser des protéines végétales à des fins plutôt d'utilisation dans le domaine de l'alimentation et de la nutrition animale. Donc en fait, ce n'est pas une alternative à des protéines animales, c'est des alternatives notamment à l'utilisation de protéines de soja, notamment. Désirable, c'est un très très gros projet qui a été soutenu par l'Agence nationale de la recherche en France autour justement de la production d'insectes. Et puis le dernier, alors en matière de spiruline, j'ai pas focalisé sur un projet particulier. On a accompagné énormément de projets et vous verrez un petit peu ces différents axes de développement. Alors, DY+, c'est l'acronyme Digestibility Increase. Vous voyez que par son ampleur déjà, ce projet mobilise plus de 2 millions d'euros. Il y a une trentaine de partenaires dans ce projet. Et l'enjeu, c'est de développer l'autonomie protéique des élevages d'animaux de rente, poulets, volailles, porcs, voilà. Et donc, pour développer l'autonomie protéique de ces exploitations agricoles, l'enjeu, c'est de remplacer les tourteaux de soja, qui sont à 100% importés et qui nous viennent d'Amérique, Amérique du Nord, Amérique du Sud, et de remplacer ces tourteaux de soja
par des légumineuses. Et en l'occurrence, les travaux ont porté sur trois légumineuses, le pois, la févrole et le lupin. Alors, le problème derrière cette idée de développer l'autonomie protéique dans les élevages, le gros verrou, c'est la question de la digestibilité de ces protéines issues de ces légumineuses chez ces animaux-drantes. Voilà. Alors, quelles sont les voies qui sont explorées aujourd'hui dans ce projet ? Premier projet, c'est de dire, pour augmenter cette digestibilité, on va opérer des traitements thermiques sur ces protéines. C'est la première voie qui est explorée. Deuxième voie qui est explorée, c'est de partir de ces graines de tourteau, ces graines de pois, pardon, ces graines de févrole, ces graines de lupin, et d'y opérer une germination sur ces graines, et par le truchement de cette germination, d'améliorer la digestibilité chez ces animaux-drantes. Et puis, bien évidemment, je ne sais pas, mais en tous les cas, ce qui a été fait dans ce projet, c'est il y a tout un travail au niveau de la zootechnie, donc la façon d'élever les animaux. Et en l'occurrence, c'est la question que se sont posées ces équipes de recherche et ces entreprises, c'est de dire comment on va caler les apports nutritionnels de ces différentes protéines au niveau de ces animaux. C'est quasiment de la chrononutrition. Donc c'est de dire tout simplement, est-ce que la protéine, est-ce que je l'apporte par exemple une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois par jour? Est-ce que la protéine, je l'apporte plutôt le matin, plutôt le soir? Ça, c'est énormément de travaux qui ont été faits sur ce sujet. Voilà un premier exemple. Donc vous voyez que j'aurais pu présenter d'autres projets, mais vous voyez que pour opérer ces alternatives, vous voyez déjà l'ampleur du travail que ça nécessite. Et ce qui est intéressant, c'est de souligner le nombre de partenaires dans un tel projet. Parce que le nombre de partenaires, alors c'est très compliqué, gérer un projet à 30 partenaires. Néanmoins, ça indique clairement la nécessité d'accumuler énormément de compétences pour arriver à lever de tels verrous et pour arriver à solutionner cette idée de switcher ces ressources protéiques dans les élevages de volailles, dans les élevages de porcs. Voilà, là c'était les essais comparatifs et voilà. Donc l'idée c'est d'améliorer effectivement, alors des CUD c'est tout simplement la digestibilité et la transformation de l'azote et de l'énergie, coefficient d'utilisation digestive, amélioration du profil d'acides aminés et des QTT en acides aminés libres. Et les constats aujourd'hui, là où c'en est dans l'état de la recherche, parce que c'est un projet qui va encore durer pendant 2 ans, on s'aperçoit notamment que la févrole semblerait avoir des avantages comparatifs par rapport au pois et par rapport au blé, qui est bien évidemment le produit témoin, la céréale témoin. Deuxième projet, vous voyez, ce projet rassemble trois opérateurs économiques, Valorex, Terrena, Dijon Céréales, plusieurs équipes INRA, donc un consortium qui est plus resserré. Celui-ci, par contre, un projet d'une ampleur extrêmement importante, puisque c'est un projet qui mobilise 17 millions d'euros pour, on va dire, financer pour moitié par des fonds publics et pour moitié par des fonds privés. Donc le projet, l'ampleur du projet signifie aussi, à mon sens, quand même l'enjeu qu'il y a derrière tout ça. Et donc Proléval, c'est l'acronyme de protéagineux, oléagineux et valorisation animale. Là aussi, on est en complémentarité du premier projet que je citais, d'AI+. Et là, c'est les mêmes finalités finalement, puisque c'est l'introduction. Alors, il y a la partie oléagineuse qui est intégrée dans ce projet et protéagineuse dans l'alimentation, encore une fois, des animaux via une chaîne alimentaire du végétal à l'homme dans un objectif de répondre aux attentes sociétales. Alors, ce qui est important dans ce projet-là, à la différence du premier, ce projet-là embrasse toute la chaîne alimentaire. Ça aussi, probablement que dans les réflexions qui sont menées aujourd'hui dans ces alternatives, c'est de dire, je ne vais peut-être pas prendre un bout de la chaîne alimentaire, mais je vais réfléchir sur l'ensemble de la chaîne, notamment quand il s'agit de réfléchir à des questions de bilan carbone, de choses comme ça. Donc c'est de réfléchir
au niveau de l'ensemble de la chaîne. Ça, c'est bilan environnemental, on va dire. Et il y a un deuxième élément dans ce projet-là qui est beaucoup moins intégré dans le premier, c'est notamment l'incidence en termes de nutrition et de santé humaine. C'est de dire on va pousser la réflexion. Bien sûr, on peut trouver des alternatives protéiques ou oléagineuses dans les rations des animaux, de ces animaux de rente, mais on va pousser la réflexion jusqu'à l'incidence que ça peut avoir sur le bilan nutritionnel et de santé de l'homme. Alors, c'est un projet qui a démarré il y a 3 ans. Il y en a encore pour, je crois, 2 à 3 ans. Et ce qui est intéressant, là, on arrive dans les premières phases de transformation commerciale. Et donc, c'est un motif, finalement, d'intérêt et d'espoir, finalement, dans ces réflexions et ces transformations qui sont en train de s'opérer, puisque à l'occasion du SPACE, hein, qui est un grand salon des productions animales, qui a lieu c'est le plus grand salon en France et qui a lieu à Rennes tous les ans, ce projet-là, il y a eu une première solution qui s'appelle Prodival qui a été brevetée, qui a fait l'objet d'une reconnaissance par un prix InnovSpace. Donc, vous voyez qu'on arrive dans ce projet-là à des premières solutions mises sur le marché. Parlons un petit peu des insectes maintenant. Deuxième volet. Donc, le projet désirable, en quelques mots, visait à concevoir une bioraffinerie d'insectes pour contribuer à des systèmes alimentaires plus durables. Donc, la notion de durabilité, vous voyez, elle est récurrente, forcément. On cherche des alternatives, mais en même temps qu'on recherche ces alternatives, on se pose vraiment la question de la durabilité de ces systèmes. Ça, c'est complètement transversal à ces projets. C'est un projet, je vous disais, qui a été financé par l'Agence nationale de la recherche avec 11 partenaires, 2,9 millions. Donc vous voyez, hein, des investissements conséquents, qui aujourd'hui est arrivé à son terme, hein, qui s'est terminé il y a quelques mois de ça. Et là, vous voyez aussi que les questions qui sont posées sont posées sur, cette fois-ci, pas sur l'intégralité de la chaîne alimentaire, mais sur plusieurs maillons de cette chaîne alimentaire. Puisque des questions se sont posées au niveau des élevages. Il y a encore beaucoup de choses à maîtriser au niveau de l'élevage de ces insectes, de la transformation à partir de ces insectes, des extractions, des concentrats, etc., etc. Donc là, ça fait appel à des procédés mécaniques, thermiques, biologiques, etc. Et puis, pour arriver jusqu'à la partie alimentation animale, puisque, encore une fois, dans ce projet-là, et de manière similaire aux 2 précédents projets que je vous indiquais, ce projet-là visait à proposer des alternatives de protéines, mais pour la nutrition animale. Ce n'est pas pour la nutrition humaine ou l'alimentation humaine, mais pour la nutrition animale. Et donc là, c'était dire, effectivement, quand je vais avoir ma poudre de protéines ou ma poudre d'insectes, quel effet ça peut avoir sur la nutritionnelle, quel effet nutritionnel ou fonctionnel ça peut avoir sur l'alimentation animale. Voilà. Donc, sur des aspects, on retombe aussi sur des aspects de zootechnie, comment améliorer la productivité, les coefficients, l'assimilabilité, les coefficients de transformation. En zootechnie, il y a aussi tout un travail, comme on le voit aujourd'hui sur les animaux de rente, hein, tout simplement. Il y a des problématiques sanitaires, il y a des problématiques de mortalité, et donc ça fait partie de la rentabilité d'un élevage, y compris en insectes. Sur la partie industrielle, il y a un gros sujet qui avait été traité dans ce projet, c'est la séparation fine entre les protéines et la chitine, puisque la chitine est un élément allergisant dans ces extraits. Et donc, il fallait traiter ce sujet et bien séparer notamment la chitine, qui est ni plus ni moins la carapace des insectes, la séparer des protéines qui, elles, ont un intérêt nutritionnel. Et puis après, la question de la formulation, tout simplement, hein, c'est de dire ces protéines, je les incorpore dans un mixte beaucoup plus large et beaucoup plus complet avec d'autres composants. Eh bien, quelle proportion je mets, comment je les mets, comment je les incorpore, après je vais mesurer la biodisponibilité de ces éléments, etc., etc.
Une autre voie aujourd'hui qui est explorée dans le domaine des insectes, c'est la sélection génétique. Alors je voulais vous le citer parce que on n'y pense peut-être pas naturellement, mais comme pour les animaux de rente, aujourd'hui, il y a des travaux qui sont en train de s'initier pour trouver les bonnes souches, les bonnes espèces ou les bonnes races pour avoir optimisé les processus de production au niveau des insectes. L'aspect réglementaire, je l'ai juste mis pour mémoire, il y a un avis de l'ANSES qui date de 2015, mais qui quand même fixe pas mal le cadre réglementaire. Dernier projet dans le domaine de... Alors j'ai mis projet avec un S, hein, mais ce qu'on peut retenir de ces projets, enfin ce que nous observons aujourd'hui de ces projets, les grosses questions qui se posent tournent autour quand même de la qualité nutritionnelle des produits finis et là, notamment les apports de garantie quant à la composition de ces produits finis. Il y a une énorme variabilité sur ces produits et donc ça, il faut faire extrêmement attention et donc il faut rationaliser et sécuriser un petit peu tout ça. Un exemple, on a un projet sur ce sujet, c'est par exemple la teneur en vitamine B assimilable issue de la spiruline. Et à titre j'allais dire indicatif, sur cette vitamine B, il y a plusieurs types de vitamine B. Eh bien, on a un défaut d'outils analytiques et de méthodes analytiques pour bien mesurer la composition de la présence et la composition et les quantités de vitamine B. Donc, par effet de ricochet, il faut aller développer de nouvelles méthodes analytiques pour arriver à garantir cela. Bien évidemment, Alvin y a fait allusion tout à l'heure dans son propos. Qualité nutritionnelle et goût. Bien évidemment, la spiruline, si vous en mangez comme ça, c'est parfaitement dégueulasse. Donc, il y a des problématiques. Voilà. Donc, du coup, effectivement, c'est la question de la formulation des matrices alimentaires. Et voilà. Qualité sanitaire. Bon, bien sûr, il y a des sujets autour de cet aspect-là, mais c'est peut-être pas le plus important. Et on a observé aussi dans un certain nombre de projets pas mal de questionnements autour de la question de l'allongement de la DLC ou de la DLUO de ces produits. Et notamment aujourd'hui se développent par exemple des solutions d'offres de spiruline fraîches. Et donc, plutôt qu'une spiruline sous une forme pulvérulente, etc., là, des alternatives et des solutions qui sont en train de se développer sur des produits frais. Et donc forcément, si on est sur des produits frais, les modalités de conservation ne sont pas du tout les mêmes et ça engendre de nouvelles questions en termes de R&D et de développement. Voilà, donc pour finir mon propos, moi ce que je voulais dire, il y a une demande mondiale ou des besoins mondiaux, ça c'est évident. Pour arriver à satisfaire ces besoins et ces attentes mondiales, je ne peux que constater qu'il y aura encore de la sueur, peut-être pas du sang quand même, mais de la sueur, un besoin d'argent énorme pour développer ces phases de R&D. Il y a énormément de verrous de connaissances qui ne sont pas levés aujourd'hui, donc il faudra les lever. Et je finirai mon propos sur le volet économique des choses, puisque si on veut offrir des alternatives, il faudra pouvoir offrir des alternatives économiquement intéressantes, et je serais tenté de dire économiquement durables, tant pour des opérateurs qui produiront ces alternatives, que pour chacun d'entre nous qui, j'allais dire, dans un contexte, chacun dans nos contextes budgétaires et nos contextes alimentaires, on sait que la variable prix est un élément déterminant dans nos choix alimentaires. Donc forcément, il faudra faire attention à ces aspects-là. Voilà. Merci. Any questions? Moi, je te prends mon micro parce que j'en ai une. J'en profite si personne n'en a. Tu as bien insisté sur effectivement les questions des bilans dans l'ensemble de la chaîne de production. Il y a eu ce travaux ANR des IRAP qui est vraiment très, très intéressant, qui commence à apporter des éléments de réponse. Est-ce qu'il y a la même chose qui est projetée sur les microalgues justement? Parce que Alvin a présenté tout à l'heure
des chiffres sur la consommation d'eau, les émissions de gaz à effet de serre par rapport à la viande, et c'est vrai que c'est souvent des chiffres qu'on voit, que ce soit pour les insectes, pour les microalgues, toujours comparé à la viande, généralement à la viande rouge. Est-ce qu'il y a la même chose qui est prévue, que ce soit en programme de recherche ou même de producteur, du côté producteur, pour faire un peu ce bilan, pour savoir de quoi on parle? Alors, je peux me tromper. Moi, je ne suis pas un spécialiste de tous les sujets. J'ai une vision un peu générale des choses. Je peux me tromper en disant ça, mais j'ai quand même nettement l'impression que dans le domaine des microalgues, on va parler notamment de la spiruline, aujourd'hui, on a un niveau de maîtrise technologique dans la production de la spiruline, par exemple, qu'on n'a absolument pas dans le domaine des insectes. Quand je dis ça, je pense notamment à une entreprise qui est quasiment le leader européen dans la production de spiruline, qui est complètement à l'ouest de la France, qui s'appelle TAM, qui a une parfaite maîtrise, une excellente maîtrise des procédés de production, et avec des équipes extrêmement complètes en termes de compétences pour gérer ce type de production. Donc, on voit qu'il y a énormément d'initiatives qui sont faites, des prises d'initiatives individuelles pour produire de la spiruline dans des bacs, etc. C'est relativement accessible. Mais lorsqu'il faut faire les scale-up, c'est une autre histoire. Mais on voit que cette autre histoire, aujourd'hui, elle est parfaitement développée et maîtrisée par un certain nombre d'opérateurs. On parle de la spiruline, on pourrait parler de la chlorelle aussi. Il y a notamment aux États-Unis pas mal d'initiatives à des échelles industrielles qui sont mises en œuvre. Donc ça, j'ai quelques informations, je ne maîtrise pas parfaitement, mais j'ai quand même le sentiment qu'ils arrivent à faire des scale-up. Il y a quand même une consommation d'énergie. Alors après, voilà, la consommation d'énergie, les bilans énergétiques, attention, quand on fait des bilans complets, je ne suis pas sûr aujourd'hui que le bilan énergétique et puis le bilan environnemental soit parfaitement maîtrisé et parfaitement connu. Ouais, c'est vrai. Une autre question? Ah, si? Non? Ah, pardon, c'est le traducteur. Oui. Merci, bonjour. Est-ce que vous pourriez développer un peu les impacts nutrition humaine? Est-ce que ces différents produits pourraient offrir des meilleures garanties de, je sais pas, respect de l'équilibre oméga 3, oméga 6 ou d'autres aspects de la nutrition? Je ne pourrais pas satisfaire votre curiosité parce que je ne suis pas un spécialiste du sujet, mais évidemment, ces aspects-là sont envisagés pas pour pas tous les sujets, parce qu'on voit quand même qu'on est assez focalisé sur la question protéique, pas exclusivement, mais là il y a quand même beaucoup de sujets qui tournent autour de la question de l'alternative protéique. Néanmoins, bien évidemment, quand on prend par exemple le cas de la spiruline, vitamine B, on est dans des vitamines B assimilables, donc on voit qu'on rentre dans des sujets assez sensibles sur des aspects nutritionnels. Puis après, l'aspect nutritionnel, l'effet sur la santé, c'est encore une autre histoire. Donc, ouais. C'est des bons sujets, c'est des excellents sujets.